vous imaginez bien que ce type de gouvernement ne lui demandait pas de prendre le tournant de l'écologie. Il était conçu pour faire l'inverse. Tout va se décider dans la décennie 2020. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Dans cet épisode, je reçois Dominique Bourg, philosophe, enseignant et spécialiste des questions environnementales. Dominique a été président de la Fondation Nicolas Hulot, a fait partie de la commission Coppens qui a préparé la Charte française de l'environnement et a écrit à peu près une trentaine de livres. Il a récemment décidé de s'engager en politique pour promouvoir ses idées de transition sociétale et écologique. Très médiatisé, Dominique est un des porte-drapeaux en France de la cause écologique et propose ici de nous éclairer sur le diagnostic actuel, sur notre rapport au monde, sur la difficulté de changer et sur la manière dont la philosophie peut nous aider à penser les enjeux de notre époque et des temps qui viennent. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour Julien. Merci de prendre le temps de venir sur Sismic, passer un peu de temps pour discuter des sujets du moment. Merci de votre invitation. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui est essentiel en fait de savoir sur vous personnellement dans ce que vous faites actuellement pour comprendre le contexte dans lequel on va parler aujourd'hui? C'est pas tant sur moi que l'interaction entre ce que j'ai fait depuis 30 ans et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un contexte qui est très très particulier. L'année 2018 a été une année époustouflante, mais pas franchement dans le bon sens. En fait, c'est, me semble-t-il, l'année à partir de laquelle pratiquement tout un chacun peut sentir et j'ai dit bien sentir, toucher, que le climat est en train de changer. Alors que jusqu'à maintenant, quand on parlait de climat, alors parfois avec une petite mauvaise foi, mais c'était souvent penser au GIEC, c'est la fin du 21e siècle, c'est un horizon lointain, etc., avec des choses modérées. Bon, non, là maintenant, on est dedans, et d'ailleurs même le GIEC, avec son rapport SR15, il a le rapport sur les fameux 1,5 degrés, ça on pourra peut-être en reparler, parce qu'il y a un petit côté gag quand même là-dedans, mais du coup quand même, c'est-à-dire que le curseur a été placé sur les 10 années qui viennent, sur la différence entre 1,5 et 2 degrés. Alors, peu importe le caractère atteignable des 1,5, c'est bien faire comprendre que finalement chaque dixième va compter. Et là, on n'est plus à la fin du siècle, on est maintenant. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On a eu des vagues de chaleur, en gros de mai à octobre, du nord de l'hémisphère nord au sud de l'hémisphère nord. Avec ce qui n'était par exemple pas le cas pour la canicule de 2003, quand on avait des températures records, c'était des records au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de précédent depuis qu'on enregistre des températures depuis la fin du 19e siècle. On a eu une pluviosité complètement folle, alors la France avec les inondations de l'Aude, mais le Japon c'était terrible au mois de juillet. Une année avant, Harvey, ça a sans doute été aux États-Unis les plus grandes inondations jamais connues, enfin, etc., etc. Même en Suisse, à Lausanne et à Sion, il y a eu des pluies totalement hors normes. Bon. Les incendies de forêt, c'est la 5e année en Californie, mais alors cette fois-ci, ça a pris une ampleur absolument pas connue. Des incendies de forêt en Suède, c'est quand même pas quelque chose de totalement ordinaire. Et puis, en fait, là, nous sommes donc en janvier. Depuis plusieurs semaines, il y a des vagues de chaleur complètement folles en Australie, qui avoisinent les 50 degrés, avec carrément, par exemple, les chauves-souris qui tombent de manque d'eau et de chaleur. Oui, et puis des moins 30 à Chicago en même temps, parce que donc on est en une situation où on voit pour la première fois on sent dans notre chair, dans nos sens, des choses qui étaient annoncées depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est là. Je pense, on va prendre le temps de reparler de tout ça. Ouais. Disons juste, Chicago, c'est intéressant parce que en fait, on a effectivement les 4 grands modèles climatiques qui permettaient un peu de comprendre les choses, qui sont en train de changer, ou plutôt ça s'oriente peut-être vers un de ces modèles. Et là, on voit par exemple effectivement les fronts polaires redescendre très au sud, en même temps qu'on a des cyclones qui remontent très au nord. Donc il faut bien comprendre, c'est un dérèglement. Voilà. Et les règles sur lesquelles on pouvait s'appuyer sont en train de changer. Et donc, le pendant de ça, c'est une mobilisation qui est complètement... Enfin, on a franchi un seuil de mobilisation qui est extraordinaire. À Bruxelles, plusieurs fois, on a eu plus de 70 000 personnes. Alors, je vais vous dire, à Lausanne, il y a eu... 8000 gymnasiens, c'est-à-dire lycéens, 8000 gymnasiens. Non mais vous imaginez, en Suisse, c'est comme s'il y avait 1 500 000 manifestants à Paris, quoi. Donc, c'est vraiment, on franchit quelque chose. Alors, moi, ça fait 30 ans que je m'occupe de ça. Donc, je suis désolé, j'arrive pas à séparer mon contexte perso de ce qui se passe dans le monde, parce que là, je vois des choses que je n'ai jamais vues. Je voudrais développer du coup sur avant d'aller justement de creuser sur ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer et ce qu'il faudrait faire.
sur votre grille de lecture du monde d'une manière large. Donc on comprend bien qu'il y a une grille qui est environnementale, mais pas que, parce que vous parlez aussi d'autres choses. Donc quels sont les angles par lesquels vous prenez les sujets d'actualité ? Alors, je suis philosophe. Moi, ma question essentielle, c'est la question du sens. Maintenant, effectivement, quand le sol se dérobe sous vos pieds et quand le ciel vous tombe dessus, il est clair que vous ne posez pas la question du sens de la même manière. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, alors appelons ça l'anthropocène, mais bon, peu importe, eh bien, ça nous contraint à repenser, à refondre un peu toutes nos catégories. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ce dernier livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même compliqué, dans une nouvelle terre. Et donc, je ne dissocie pas, si vous voulez, ces questions environnementales qui m'occupent depuis des décennies de la question majeure du sens. Alors après, ça... Du sens du sens de l'existence, du sens de l'histoire, si tant est que l'histoire est un sens, etc. Et donc, en fait, ça nous contraint à repenser les grandes catégories à partir desquelles on construit justement le sens. Par exemple, la modernité, elle a séparé d'un côté, et ça on pourrait y revenir, c'est quand même très important, elle a séparé la nature, qu'elle a réduit à un agrégat de particules mécaniques reliées par une loi très simple. Et bon, du coup, les animaux apparaissaient comme machines, et puis évidemment les êtres humains apparaissaient comme totalement extérieurs à cette nature. Là on était dans ce qu'on appelait le dualisme. Alors ça a été une matrice de sens très importante, je vais vous le montrer tout de suite. À partir du moment où on a commencé à concevoir les choses comme ça, eh bien effectivement on s'est mis et les deux vont ensemble, à penser le progrès, et on a pensé le progrès comme une espèce d'arrachement continu à la nature. Aujourd'hui, vous avez une espèce d'artificialisme fou. Alors, on le voit dans la destruction de l'environnement, mais le parallèle, c'est tout ce qui va se passer du côté, si vous voulez, de la mécanisation de l'esprit. Tout ce qui va se passer du côté du numérique, de l'intelligence artificielle, etc. Bon, ce qu'on appelle le transhumanisme, pour aller vite, parce que ça, c'est une sorte d'idéologie qui se greffe sur une vague technique on puissante. Se considère comme étant séparé de la nature comme il n'y a rien à voir avec la nature comme étant quelque chose à dominer, à exploiter, c'est ça? Absolument. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avènement de la science moderne a vraiment été puissant, enfin a créé un paradigme qui a mis en forme jusqu'à la sensibilité des gens, jusqu'à dans les fermes, c'est le questionnaire par exemple, dans les fermes la relation aux animaux, etc., l'emploi de certains mots d'animaux pour nous injurier, etc. Tout ça a changé. En fait, c'est un paradigme très puissant qui a fait à un moment donné se recouvrer l'apport de la science naissante d'un côté, et puis l'héritage biblique tel qu'on avait fini par le réduire dans la dernière partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on avait réduit la richesse de la Genèse, par exemple, à un seul texte, c'est Genèse 1, 26, 28. Nous sommes seuls parmi les créatures à avoir été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, comme vous venez de le dire, effectivement, nous sommes appelés à dominer les animaux, à être craints de ceci. Donc, ces deux enseignements, l'extériorité de l'homme à la nature, que pouvait poser ce texte, il y en a d'autres dans la Genèse qui disent le contraire, mais que pouvait poser ce texte. Alors, du coup, ça donne une espèce de boîte à sens extrêmement puissance, et puis sens aussi bien ce qu'on sent que ce qu'on comprend. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradigme de la modernité. Donc, qui est effectivement intrinsèquement dualiste. On a bien l'humanité d'un côté, la nature de l'autre, la matière-nature d'un côté, l'esprit de l'autre. Et puis, la modernité, petit à petit, va finir par absorber l'esprit dans la matière, mais on va toujours rester dans cet horizon dualiste. C'est-à-dire, on aura toujours une humanité opposée à la nature, et le progrès, la direction dans laquelle on devrait aller, eh bien, c'est de détruire sans cesse la nature. C'est par la destruction de la nature qu'on se réalise. C'est pour ça que je parle de sens. On est en plein dedans. Et puis évidemment, depuis Darwin, tout ça est en train de s'effondrer. Déjà justement sur la question de cette matrice. Darwin, c'est le premier à remettre l'humanité dans la nature. L'humanité apparaît une espèce naturelle comme les autres. Elle est un fruit de la sélection naturelle. L'éthologie, dans la seconde moitié du XXe siècle, et encore aujourd'hui, a fait voler tous les critères, tout ce qui nous permettait de mettre d'un côté l'humanité, de l'autre les animaux, comme si finalement on n'avait rien à voir. Nous autres humains, on avait en partage le langage, la technique, le sens de la mort, le sens du temps, la culture, etc. Et en fait, tous ces critères ont explosé les uns après les autres. On s'aperçoit qu'en fait, que la différence entre les êtres humains et puis les autres animaux, c'est une différence de degré. Et c'est pas une différence de nature. Alors, ce qu'on a de
quasi spécifique, c'est l'accès à des symboles. Donc effectivement, on accède à un monde plus abstrait, plus distant, on peut se projeter probablement plus, mais quand même en continuité avec la question de la pensée qu'on pourrait dire même animale. Et puis on a la dernière révolution du côté de la biologie qui met complètement en l'air tout cet édifice moderne antérieur, c'est ce qu'on appelle la révolution de la biologie végétale. Là, on s'aperçoit que les plantes, elles sont aussi vivantes que nous, c'est pas le lumpenprolétariat du vivant. Elles exercent toutes les fonctions qu'exercent les animaux, mais évidemment, elles ne les exercent pas de la même manière. Elles ont des stratégies, elles communiquent, etc. Bon. Et donc, du coup, la conséquence de tout ça, c'est que nous sommes des êtres vivants. Et on y reviendra, c'est en train de sourder partout dans la société, cette volonté de renouer avec la nature. Ça peut passer par les droits humains, ça peut passer par le renouveau de la conception qu'on se fait de la nature, ça peut passer par le biomimétisme, ça peut passer par les enquêtes médicales qui nous montrent qu'effectivement, suivant qu'on vit dans un contexte arboré, végétalisé, avec présence des animaux, dans un contexte complètement minéralisé, et nos statistiques en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de délinquance, ne sont pas les mêmes. Ça peut passer comme les Japonais par la sylvothérapie. Là, on a tout un engouement pour les arbres. Il y a quelque chose de très fort. Et puis vous avez la spiritualité, ça c'est très important. Vous prenez l'encyclique Laudato Si, c'est vraiment une manière de renouer avec la nature. C'est même une manière de renouer avec ce qu'on appelle le panenthéisme, à pas confondre avec le panthéisme. C'est-à-dire le fait que Dieu n'est pas la nature, mais Dieu est dans la nature. Et puis surtout aujourd'hui, on voit ressurgir de partout une sorte de sentiment de la nature quasi chamanique. Et on le voit alors chez des personnes qui en sont d'ailleurs pas forcément consciente, mais c'est puissant. C'est vraiment un mouvement qui emporte l'humanité de façon très puissante. Donc on est à un moment où finalement en fait nous sommes dans une civilisation qui est construite sur un récit dont on a hérité, qui est celui que l'homme s'est séparé de la nature, et donc voilà. Tout notre système économique civilisationnel s'est construit là-dessus. Et en parallèle, parce que il y a des découvertes scientifiques et philosophiques quelque part, et parce qu'on y est aussi quelque part contraint, il y a une remise en question de ce modèle qui commence à émerger avec une prise de conscience que finalement c'est peut-être pas vrai, même si on est toujours un peu enfermé dans ce modèle. Je voudrais revenir un peu sur, et puis on va revenir là-dessus justement pour savoir ce que ça dit de notre capacité à agir. Brièvement, en fait, revenir sur ce diagnostic que vous avez commencé à faire, pour bien comprendre la situation actuelle, même si on commence à en avoir pas mal parlé, pour savoir ce qui est encore entre nos mains, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans ce qui se passe au niveau du climat et de la destruction de l'environnement, et qui peut potentiellement nous affecter, qui commence à nous affecter, où est notre marge de manœuvre? Qu'est-ce qui est déjà en train qu'est-ce qui est déjà déréglé? Qu'est-ce qui est en train de se dérégler, qui est gravé dans le marbre, comme par exemple tout ce qui est inertie climatique? Et sur quoi on peut encore agir? Juste pour qu'on soit clair sur ce... Tout à fait. Alors, ce qui n'est plus entre nos mains, c'est que nos conditions d'habitabilité de la Terre vont de toute façon changer de maintenant, on va le sentir de plus en plus, jusqu'à la fin du siècle, peut-être au-delà. Mais en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle l'entrée dans l'Anthropocène. Nos conditions naturelles d'existence sur cette terre vont changer crescendo dans les décennies qui viennent. Ça, on ne peut plus l'empêcher. Le dérèglement climatique est parti, il présente une certaine inertie. Nos sociétés présentent une immense inertie, ce qui fait, on utilise encore 80% de notre énergie primaire est extraite des fossiles. On va pas arrêter ce véhicule en quelques jours. En plus, bien, écoutez, en gros, le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions d'il y a 20 ans, et donc, le climat dans 20 ans, c'est nos émissions d'aujourd'hui. On a commencé à réchauffer les océans. Là, on est sur une inertie extrêmement lente. La biodiversité, c'est une catastrophe totale. On a commencé à tout dézinguer. Moi, j'aime bien prendre cette image pour faire comprendre aux gens. Le vivant, c'est en fait c'est vraiment une manière de faire le lien avec le paradigme mécanique, mais c'est comme une voiture qui perdrait des tôles et des boulons depuis des décennies. Donc, évidemment, à un moment donné, elle pourrait peut-être s'arrêter. Et donc, voilà, ça, on ne va pas revenir sur ces dégradations. On a beaucoup dégradé. C'est là, et on va le sentir de plus en plus. En revanche, reste dans nos mains la possibilité de freiner très vite
et de commencer à réorienter notre trajectoire. Ça reste dans nos mains. Mais encore une fois, avec des fenêtres d'action qui sont très courtes. Alors là, on peut reprendre ce que dit le GIEC. Disons, tout va se décider dans la décennie 2020. D'accord. Alors on va partir là-dessus justement pour voir quelle est notre capacité à agir et ce qu'il faudrait faire. Je voudrais commencer par peut-être sur le développement technologique en fait, et un constat que je fais qui est que le développement technologique et même plus largement tout ce qui est le système économique actuel qui finance ce développement. On me pose la question de savoir s'il peut apporter des solutions viables comme certains le disent. Donc, c'est-à-dire qu'alors qu'on prend conscience en fait du problème et du risque, on voit que l'écosystème se bouge, que les entreprises même commencent à se bouger, et qu'on a tout cet écosystème économique qui essaie de créer des nouvelles solutions, une nouvelle orientation de la R&D, etc. Tout en essayant finalement de faire du business. Vous en pensez quoi en fait de cette approche un peu techno-solutionniste? Ouais, écoutez, on va pas arrêter un incendie en Californie avec une nouvelle application iPhone. Hein, je crois qu'il faut, voilà, on va revenir de façon, on va prendre les choses segment par segment. Ce qui risque de nous faire nous casser la figure de la façon la plus violente qui soit, c'est justement cette espèce de credo technique. On vit pas sans technique, les techniques sont importantes, mais on leur accorde disons des possibilités qui vont largement au-delà de ce qu'elles peuvent faire. En général, elles nous permettent plutôt de déplacer les problèmes et parfois en créer de nouveaux. Et très rarement de les résoudre. Et quand elles les résolvent, c'est un coup extraordinaire. Je vais vous donner simplement 2 exemples. Le premier exemple, je vais prendre la révolution verte et puis je vais vraiment l'étendre. Alors quand on dit révolution verte en agriculture, c'est l'après-guerre. Mais non, là on va carrément remonter, si vous voulez, à l'invention du procédé à Haber-Bosch, quand on a pu synthétiser effectivement la fixation de l'azote et donc nos capacités de production alimentaire ont été boostées. Si on avait dit à Malthus que, effectivement, aujourd'hui, on pourrait nourrir, disons correctement, 7 milliards d'êtres humains, puisqu'il y a en gros 700 millions de personnes qui souffrent de la faim, il aurait perdu son latin. Et même si on avait dit ça même à des gens comme Osborne, Vogt, c'est-à-dire des pionniers de l'école malthusienne de la deuxième moitié du XXe siècle, ils ne l'auraient pas cru. Alors on va dire c'est extraordinaire, on fait tout avec les techniques. Ben non, c'est pas si simple, parce que la conséquence de tout ça, c'est le changement climatique, c'est la destruction de la biodiversité, parce que effectivement, si on regarde en termes de flux de matière, l'impact d'une personne est très directement corrélé à son niveau de vie. Je vous rappelle que les 10% les plus riches sur cette planète émettent par exemple 50% des gaz à effet de serre, et que 50%, c'est la moitié de la population humaine, n'émet que 10%. Ok, ça c'est très juste. Mais si je regarde en termes de biodiversité, c'est pas aussi simple. Chaque être humain a besoin d'une certaine surface, empiète en fait sur la vie animale, et le nombre d'êtres humains est très important pour la pression qu'on exerce sur le reste du vivant en général. Donc, effectivement, on a permis que beaucoup d'êtres humains soient nourris. C'était totalement impensable il y a quelques décennies, mais la conséquence de ça, c'est le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Sur le long terme, en fait, c'est un modèle qui ne serait pas viable. Oui, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une chose, mais on le fait en créant des problèmes énormes par ailleurs. Donc ça, c'est très illustratif de ce que peuvent proposer les techniques. Par exemple, je prends celle des techniques de la géo-ingénierie, parce qu'il y en a qui sont complètement zinzins à aller mettre des miroirs entre la Terre et le Soleil. Alors déjà, il faudrait qu'ils bougent pas, il faudrait qu'ils résistent à toutes sortes d'aléas de pression. C'est totalement zinzin et complètement réaliste. Mais en revanche, ce qui serait très réaliste, malheureusement pour nous, ce qui serait très réaliste, c'est d'aller mettre des aérosols soufrés qu'on produirait nous-mêmes avec des avions dans les hautes couches de l'atmosphère. Là, on aurait l'effet qu'on a avec des éruptions volcaniques très puissantes qui amènent ces aérosols dans la stratosphère, et ça dure de 1 an et demi jusqu'à 4 ans, mais enfin quand même en décrescendo. Ok, donc effectivement, on réduirait la température à la surface de la Terre. Probablement, on continuerait de ce fait-là à notre soif de fossiles. On acidifierait comme des cinglés les océans. Ce faisant, on finirait par perturber très puissamment
le cycle de l'eau. C'est un peu l'apprenti sorcier, quoi. Complètement. On ne sait pas du tout ce que ça pourrait donner. Puis alors surtout, vous imaginez, on se mettrait dans un truc où indéfiniment on devrait répandre chaque année une quantité importante d'aérosols et le jour alors là où on l'arrêterait, alors les effets seraient pas évidemment instantanés, ils seraient en quelques années, mais du coup on aurait un réchauffement spectaculaire. Alors que vous savez que le gros problème du réchauffement climatique, c'est son rythme, c'est son accélération. Alors là, en 5 ans, on pourrait se payer 5 dixièmes, 1 degré, 2 degrés, enfin c'est 3 degrés, c'est totalement zinzin comme truc. Donc vous voyez très bien que, en fait, l'imaginaire contemporain, c'est les techniques résolvent un problème. Non. Les techniques déplacent un problème, souvent en créent un autre. Alors surtout à l'échelle globale. Donc, dire qu'on va se sauver avec ça, puis alors le truc mais le plus crétin que vous puissiez imaginer, c'est vous dire on va aller sur Mars. Pour terraformer Mars. Donc, en fait, on n'est pas capable de maintenir le vivant sur Terre, et la solution géniale qu'on a trouvée, c'est que comme on se retrouve sur une planète morte, on va aller sur une planète qui est déjà morte. Je ne sais pas si vous voyez la logique, mais elle ne me paraît quand même pas tout à fait imparable. Donc, il faut arrêter avec ces espèces de fantasmes. Ils sont idiots. Ils vont finir par nous faire crever. On a un autre type de solution dont on entend beaucoup parler, qui est autour de ce qu'on appelle l'économie circulaire, développement durable. Vous en pensez quoi, en fait, de moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'économie circulaire. Le problème de l'économie circulaire, c'est que, alors bon, c'est déjà un idéal qui est quasi impossible à atteindre, mais imaginons qu'on essaie d'optimiser notre recyclage pour les matériaux pour lesquels on peut recycler. Par exemple, vous prenez le verre vert, ça peut se recycler indéfiniment. Certains métaux, enfin, en tout cas, de très très nombreuses fois. Mais en fait, par rapport à nos amis fanatiques de la croissance, ça n'est en aucun cas une solution. Parce que aujourd'hui, vous avez un taux de croissance pour, par exemple, la plupart des métaux, le taux de croissance de leur consommation, qui est de 3,8 presque par an. 3% de croissance par an pour un matériau donné, c'est doubler, en gros, en une vingtaine d'années, c'est doubler la quantité initiale. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on recycle? Eh bien, on remet dans le circuit économique un matériau qui est rentré 10, 20, 30, 40 ans avant. Si vous avez un taux de croissance important, eh bien, d'une part, vous n'allez pas pouvoir recycler la totalité. Disons, vous allez recycler, par exemple, les 2/3. Vous allez, par exemple, imaginer qu'on consomme 10, et puis 30 ans après, on consomme 30. Vous allez remettre dans le circuit, disons, 6 sur 30. Vous allez toujours chercher à extraire 24. Donc en fait, nous parler d'économie circulaire dans une économie en croissance, c'est absurde. Ça n'est pas possible. Pour que vous approchiez de l'économie circulaire, il faut que vous ayez au maximum une croissance d'1%. Et si en plus vous pensez que notre problème, c'est le fait qu'on a franchi, on peut en reparler, les fameuses limites planétaires, ce sont nos flux d'énergie et nos flux de matière. Et donc si on veut pas rendre la Terre totalement inhabitable, on doit descendre, mais de manière drastique, nos flux. Vous voyez bien que l'économie circulaire dans une économie de croissance, c'est peanuts. Par exemple, on a pas mal recyclé de fer tout au long du XXe siècle et on a épargné 5% tout au long du siècle de la matière première avec notre recyclage. Donc, une économie circulaire qui est une économie de croissance, comme essaie de nous vendre la Fondation Ellen MacArthur, c'est ridicule. On a déjà pas mal abordé avec d'autres invités la notion de décroissance aussi, la possibilité de découpler croissance aussi et consommation énergétique. On va pas y revenir, c'est connu. Mais je voulais rappeler si vous Non, voulez... mais c'est important de poser le concept et ça ouvre justement sur une prochaine question que vous avez en tête qui est... Du coup, Julien, 30 bien sûr. Avec mon compteur, là, nous on parle d'économie perma-circulaire. C'est très différent. Alors c'est là-dessus justement que je voudrais aller, c'est-à-dire que si on comprend que l'idée serait de
remettre à plat un peu la manière dont fonctionne notre système dans son intégralité, et à commencer aussi par la manière dont on voit notre rapport au monde. Et vous avez écrit un livre sur le concept d'écologie intégrale, c'est ça? Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que on peut Oui, alors c'est drôle cette histoire de concept d'écologie intégrale parce qu'en fait, il était même pas dans le livre. Il n'était pas dans le livre et on a réfléchi à l'éditeur comment on peut appeler le livre. Et puis c'est l'éditeur qui m'a dit appelle ça écologie intégrale. Du coup, j'ai rajouté l'expression. Mais c'est une proposition de qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est pas absurde. Hein, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Bon, et on a rajouté ça dans le titre. Après, donc, Delphine Bateau, avec qui je travaille, l'expression lui plaisait bien, elle l'a reprise. Maintenant, je la garde. Et du coup, je suis obligé de lui donner un sens. Peut-être qu'il n'avait pas initialement. Mais enfin, en tout cas, écologie intégrale, on avait ça, par exemple, dans l'encyclique Laudato Si. C'est tout simple. C'est simplement dire que le recto et le verso des problèmes écologiques, eh bien, enfin, nos problèmes présentent un recto et un verso, mais sont les mêmes problèmes. Ils sont à la fois écologiques et sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi les inégalités? C'est des accès, enfin, une possibilité différenciée en allant du plus au moins dans l'accaparement des ressources naturelles. Être riche, c'est pouvoir s'accaparer plus de ressources naturelles que d'autres. Donc je ne peux pas distinguer l'aspect écologique de l'aspect social. Les inégalités sociales sont nécessairement des inégalités écologiques. Et les inégalités écologiques sont nécessairement des inégalités sociales. Et on l'a vu au début avec l'affaire des Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas changer, réorienter le paquebot de notre civilisation si vous ne resserrez pas de manière drastique les inégalités. On a un problème gigantesque de flux de matière et de flux d'énergie. C'est tout le monde qui doit voir ces flux se réduire. Tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aboutir à un égalitarisme absolu. Une société avec un égalitarisme absolu, c'est pas forcément génial. Mais en tout cas, ça veut dire que les différences qu'on peut se permettre, il faut qu'elles soient vraiment légitimes et il faut qu'elles soient limitées. Parce que plus je suis riche, et plus je me donne un pouvoir de détruire la nature. Ok? Donc, écologie intégrale, ça veut déjà dire ça. C'est-à-dire, le social et l'écologique, ça se maille. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est très clair. Vous nous imposez cette taxe, ok, mais finalement, nous, on est les plus pauvres. Cette taxe-là, les gens qui sont riches vont la digérer sans aucun problème. Nous, elle va nous poser des problèmes énormes. Puis en même temps, il y a d'autres consommations de carbone qui sont plus impactantes sur lesquelles vous n'allez pas agir. Donc effectivement, c'est pas possible. Si on veut que on arrive tous à réduire notre empreinte carbone, il faut qu'on soit solidaire et il faut évidemment qu'on commence par ceux qui ont l'empreinte la plus délirante. Et je vous rappelais tout à l'heure les statistiques mondiales. Ça, c'est la première chose que veut dire l'expression écologie intégrale. La deuxième chose que veut dire l'expression écologie intégrale, on intègre tout à partir de ça. Évidemment, si, je le rappelle, la terre se dérobe sous nos pieds et le ciel nous tombe sur la terre, on va plus faire grand chose. Donc, c'est ce à partir de quoi on doit tout repenser. Mais évidemment, il y a des valeurs qui, de certaine manière, transcendent, mais on est obligé de les repenser dans ce contexte. D'accord? Et c'est ça qu'on entend par écologie intégrale. C'est assez clair. Oui, je comprends ça n'a rien à voir avec intégriste au sens religieux. Bien sûr, mais c'est justement de prendre le problème dans son intégralité, voilà. Et de comprendre que c'est pas juste adresser un symptôme qui va résoudre ça. Et c'est pas faire de l'écologie systématiquement à la dernière roue de la charrette, parce que en fait, si vous voulez, l'écologie politique telle qu'elle s'est un peu développée jusqu'à maintenant, c'est un peu quand même ce qu'elle a eu tendance à faire. Pas forcément volontairement d'ailleurs, mais en fait, au bout du compte, c'est ce qui s'est passé. Et on va se donner le temps justement de discuter de comment ça pourrait arriver. Et moi, je m'interroge sur la capacité justement à agir au niveau d'un État démocratique comme le nôtre, qui est fait pour gérer les sujets sur le court terme et doit composer avec on le voit, avec les avis de différents groupes d'influence et de différentes opinions. Les Gilets jaunes, c'est finalement beaucoup d'opinions différentes, par exemple. Comment un État peut-il se réformer tout seul et comment on gère ce problème de l'arbitrage entre le long terme et le court terme? Alors, ça, je vais revenir, mais déjà avant, je voudrais revenir au mode de gouvernement dans lequel on est. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la démocratie représentative moderne, c'est quelque chose qui est un des fruits de ce qu'on appelait la philosophie du contrat. 17e, 18e siècle. Et
je vais prendre Benjamin Constant parce que, donc là on est au début du 19e, et par exemple le fameux discours sur les anciens et les modernes qui date de 1819. Ce texte est très intéressant parce que il nous permet de comprendre pourquoi la démocratie est représentative. Et c'est pas qu'une question de nombre. C'est tout simplement parce que, nous dit Benjamin Constant, le souci d'un moderne, c'est plus du tout le souci d'un ancien. Pour les Grecs, alors vous vous en souvenez, la cité grecque, c'est 20% au maximum de citoyens libres, et encore, on devrait dire 10% parce que les femmes n'accédaient pas à la vie politique, c'est zinzin, mais voilà. Et puis, c'est 80% d'esclaves. Bon. Et donc, en fait, c'est quand même essentiellement des aristocrates, même si vous avez des paysans et des artisans, ils sont pas toujours à l'Assemblée. Et donc, en fait, eh bien, la chose principale pour un citoyen grec, c'est la chose politique. Tout simplement pourquoi? Parce que tout ce qui est économique, il le confie à des esclaves. Et évidemment, bien sûr, ce sont aussi des esclaves énergétiques, évidemment. Mais donc, et lui, il peut s'adonner aux choses politiques, parce que la chose économique est prise en charge par d'autres. Benjamin Constant nous dit, pour les modernes, c'est pas ça. Et c'est effectivement, c'est le fruit de la, alors on va pas tout expliquer, mais c'est le fruit de la philosophie du contrat. Et en fait, c'est aussi une des conséquences des guerres de religion. Ben non, pour nous autres modernes, la chose la plus importante, c'est d'accumuler de la richesse. Peut-être pas fascinant, mais enfin quand même, c'est bien comme ça qu'on s'est construit. Donc le problème du moderne, c'est de produire, d'échanger, et de consommer. Et ça, c'est toute son affaire. Alors nous dit Benjamin Constant, ok, vous êtes des modernes, c'est votre problème. Ben, vous pouvez pas vous occuper comme un grec le faisait de la vie de la cité. La démocratie chez vous, elle est nécessairement représentative. Alors on a nos amis gilets jaunes qui veulent faire un RIC tous les jours. C'est n'importe quoi. En France, il y a 2000 décisions législatives par an. On va faire 2000 référendums? C'est ridicule. En Suisse, où il y a des votations d'initiatives populaires, moi je suis à fond pour, on aura peut-être le temps d'expliquer, mais on les fait pas sur tout. On les fait sur un certain nombre de décisions fondamentales. Et par exemple, si un jour on voulait que la France, effectivement, se dise, ça y est, on a pigé, et nous, on se dit, horizon 2050, l'ensemble de la France, et donc toute la population française, décide de redescendre son empreinte écologique à une planète, vous imaginez bien que c'est pas une question qu'on va décider qu'avec des représentants. Ça touche notre intimité. Là, il faut que ce soit le peuple dans sa totalité, c'est-à-dire la diversité des gens. C'est ça le peuple, c'est la diversité des gens. On a tendance à l'oublier. Il faudrait qu'ils soient d'accord en grande majorité sur un sujet pareil. Alors je reviens à mon histoire de Benjamin Constant. S'il y a démocratie représentative, c'est parce que le gouvernement, il est là pour permettre aux gens de s'enrichir. Et ce qui fait qu'on va finalement faire autre chose, c'est-à-dire de se consacrer à autre chose que la vie politique. De se consacrer à ses activités économiques. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, pour le Conseil constitutionnel, pour le Conseil d'État, les libertés humaines les plus importantes, c'est les libertés de produire et de commercer. C'est tout notre système qui est là-dessus. Donc vous imaginez bien que ce type de gouvernement, ne lui demandez pas de prendre le tournant de l'écologie. Il a été conçu pour faire l'inverse. Alors, il a très bien réussi. Il nous a tellement enrichis que maintenant c'est le beat sur la planète. Et encore, ils n'ont enrichi ces gouvernements que là où ils étaient, donc plutôt les anciens pays industriels, même si maintenant le modèle s'étend sans passer par ce gouvernement. Donc on a un modèle politique, un système politique qui n'est pas en capacité structurellement de prendre un virage qu'il faudrait prendre. Non. Alors pour moi, c'est très clair. C'est non. Tout son cahier des charges lui fait dire autre chose. Et j'aime souvent répéter ça, mais vous prenez même la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, celle qui encadre toute la négociation, toutes les COP, de la COP 1 à la COP 24, article 3, alinéa 5, ok, on doit réduire les émissions, mais à une condition, c'est que ça n'entrave pas le commerce international. Bon. La messe est dite. Donc en fait, nos sociétés, et elles ont étendu ça à la terre entière, même les régimes autoritaires, Singapour, la Chine, sont là-dessus. Donc ils sont pas en contradiction avec le raisonnement de Constant. Sauf que là, il reste plus rien de la démocratie, mais enfin bon, voilà. Et donc, tous nos gouvernements modernes sont faits pour pousser commerce, industrie, croissance, s'enrichir. Et effectivement, s'il y a bien une chose qu'ils ne peuvent pas prendre en compte, c'est à la fois le long terme et tout ce qui entre en contradiction avec la croissance.
Chaque fois, alors on va parler de découplage, on va parler d'autre chose, mais on va toujours trouver un expédient pour qu'on ne remette pas en cause ça. Et donc là, on a un vrai, gros, énorme problème. Alors comment on fait au niveau d'un pays, même si je vais reprendre parce que ça joue à deux niveaux. Il y a d'abord une histoire d'adhésion d'un peuple ou d'une majorité du peuple avec un changement de cette envergure, mais qui requiert quelque part des changements, des comportements et d'une vision du monde individuel. Donc peut-être commencer par ça en fait. Changer les croyances, c'est-à-dire ou changer la manière dont on se projette dans sa vie. À l'époque où il y a des bulles d'information, où on a un idéal de vie centré sur la consommation, à l'époque où on a une incapacité à avoir un diagnostic commun, puisqu'en fait chacun a ses sources d'information justement, où on a, même sur le niveau de l'économie, si on a un prix Nobel d'économie qui dit que c'est génial, un monde à plus 5 degrés, donc même à ces niveaux-là, 6,2. à 6,2, on n'arrive pas à s'entendre, où on n'arrive pas à construire un récit commun. Donc même les gilets jaunes, il n'y a pas de récit commun là-dedans. Comment on arrive à se mettre d'accord sur une croyance commune et une cause commune avec cette masse d'individus finalement? Parce qu'on commence à se faire tabasser. J'ai pas d'autre réponse. Donc ça ne bougera que dans l'urgence en fait. C'est pour ça que ça commence à bouger. Et c'est pour ça que j'ai insisté en commençant sur le fait qu'on était en train de franchir un seuil de mobilisation. En fait, on a deux problèmes. Vous avez rappelé effectivement les conditions alors dans lesquelles on arrive, c'est les pires conditions qui soient. Un éclatement sous des formes de bulles complètement délirantes. Vous avez des platistes qui croient que la Terre est plate derrière tous les buissons, vous avez des climato-sceptiques, des complotistes. Enfin, je veux dire, on est dans un monde informationnel qui est un délire total. Plus vous ajoutez du délire et plus vous avez de l'audience. Bon. Donc effectivement, ça va pas être simple. On est complètement d'accord avec ça. Et en même temps, l'environnement, c'est très intime. C'est ce qu'on veut dire aussi en termes d'écologie intégrale. C'est vous devez tout changer, votre manière de voir, de sentir, etc. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un mouvement très profond dans la société qu'on contrôle pas, qui est en train de jaillir, de sourdre, qui nous amène à changer. Mais contre lui, il a les GAFA, il a tout cet ordre. Mais quand même, il est là. Il est là, il est pas négligeable. Donc en fait, c'est une course de vitesse. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, écologie et autoritarisme, ça ne va pas ensemble. Ça peut pas marcher. L'écologie, ça exige un citoyen conscient et réflexif. Alors, ouais, ça va pas être simple, hein. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous ne changerez pas. Alors moi, je compte beaucoup sur le changement réel du monde autour de nous pour faire que la partie des gens qui commencent à comprendre ça atteignent un certain seuil statistique. Quand vous avez 5-6% d'une minorité, vous changez pas la société. Mais ces 5-6%, ils sont suffisamment importants pour pouvoir arriver à 20-25. Et là, oui, vous pouvez changer la société. Parce que là, écoutez, nous sommes des êtres mimétiques. Et quand vous aurez un quart de la population vraiment persuadée qu'on va crever si on change pas, ils changeront les autres. Après, tout le problème, c'est, si vous voulez, quand ça va arriver. Est-ce que ça arrive dans 3 ans? Est-ce que ça arrive dans 10? Voilà, c'est là la question aussi de... Mais j'ai pas de réponse. Il y a... Parce que finalement, si je me fais un peu l'avocat du diable, c'est accepter de diminuer son niveau de confort matériel, parce que c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une crise de conscience écologique, on se dit il faut agir, mais comprendre que ça veut dire concrètement diminuer son niveau de confort, diminuer sa puissance d'agir aussi, c'est-à-dire la liberté par exemple qu'on a de se déplacer. Voilà, je prends moins la voiture, je prends plus l'avion, la liberté de consommer des loisirs, tout ça qui sont des choses avec lesquelles on est né. Est-ce qu'on peut le faire sans que ce soit justement de manière contrainte, ou alors sans atteindre un niveau de sagesse, quelque part, tout de même compliqué à atteindre pour la plupart d'entre nous. Je l'expérimente chaque jour. Oui. Parce que ça fait 10 000 ans finalement que, comme on l'a rappelé, que l'homme lutte pour s'approprier la nature et augmenter sa puissance. Et comment on fait pour changer ce rapport au monde de manière urgente, là, pour que... Alors ça, effectivement, dit comme ça peut paraître impossible. Or, par exemple, prenez les gens, moi je suis pas vegan pour des raisons philosophiques, mais les gens qui le sont, alors le changement dans leur mode de vie est énorme quand même. Il est vraiment important. Ils en tirent en général une fierté, ils en tirent une certaine forme de plaisir, ils en tirent du sens. Donc comment dire, je sais pas moi, quelqu'un qui se met effectivement
et systématiser jusqu'au bout, réduire son empreinte carbone écologique, etc. C'est hyper astreignant. Il va devenir relativement chiant d'ailleurs pour les autres, mais en même temps, il va aussi en tirer du sens. Le problème, c'est si je le fais seul, je suis une espèce d'ascète et de héros, pas simple. Mais à partir d'un certain seuil, ça devient beaucoup plus facile. Et ça devient une nouvelle norme et c'est comme Voilà. C'est comme la diminution du tabagisme aux États-Unis, par exemple. Oui, puis j'ai pas les gens sous mon nez qui vont prendre l'avion, machin, etc. Je voudrais continuer dans cette logique pour bien comprendre justement quelle est la part de ce qui est réaliste et ce qui l'est moins. On se place dans cette idée que, par exemple, en France, il y a un mouvement qui naît, il y a un effet d'entraînement, que on décide au niveau de l'État de complètement sortir de ce jeu et de changer la politique. Je dois essayer d'aller creuser sur les conséquences justement au niveau d'un État qui décide d'agir de manière différente par rapport aux règles du jeu finalement qu'on met en place. Ces règles du jeu internationales aujourd'hui, le système dans lequel on est basé sur la compétition finalement, et cette compétition autour de la croissance et l'appropriation des ressources. Donc, diminuer sa consommation énergétique, puisque c'est ce que ça voudrait dire, sa consommation de ressources, c'est renoncer quelque part à une forme de puissance économique, et donc ça correspond à une perte de puissance d'agir, qui peut correspondre à une perte de souveraineté aussi. C'est-à-dire que si j'ai moins de puissance économique, je ne peux pas avoir la capacité à défendre mon territoire, à empêcher que mes entreprises soient rachetées, etc., etc. Comment on arbitre entre cette nécessité pour un État de préserver cette souveraineté et cet impératif écologique? Et quelque part, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas tous embarqués dans un mouvement qui nous dépasse finalement? Il y a forte chance que ce soit le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire non plus. Je pense pas que la contradiction soit si béante et de façon si immédiate. En fait, déjà la première chose, c'est que une gouvernance plus écologique de la société, ça ne se fait pas sans l'assentiment des gens. Première chose. Deuxième chose, ça ne se fait pas comme le gouvernement Macron, c'est-à-dire ça va pas être un gouvernement technocrate qui va décider en lieu et place des gens de tout un tas de choses. En fait, ça serait plutôt une manière de gouverner par objectif. On se donne des objectifs communs. Par exemple, on s'est dit, horizon 2050, la France a une planète écologique, donc là, elle est à plus de 3. Donc, on se donne des étapes. Et puis, ces étapes, on libère un certain nombre d'initiatives pour les atteindre. C'est un peu l'idée qu'on défend avec le bouquin d'Ansperger, avec Ansperger. C'est le fait que les atteindre, c'est très difficile. Et c'est pas quelques types en chambre qui vont en décider. Ça, c'est pas possible. On décide, eux vont proposer un objectif, mais qui s'appuie sur une culture quand même partagée dans la société. L'objectif, on ne va chercher à l'atteindre que s'il est avalisé par le grand nombre. Et ensuite, on libère les initiatives. La France est un pays assez génial pour ça. Il y a énormément d'initiatives, d'agroécologie, de low-tech, de communautés, etc. Déjà, ça, on le facilite. C'est ce que ma collègue Sophie Svaton appelle le revenu de transition écologique. Donc laissez faire. Oui, alors là, franchement, il faut que les initiatives pètent de partout. Et puis maintenant, il y a sans doute aussi un certain nombre de services qui vont être importants, même certains objets, pour aller vers ça, où vous pouvez pas, vous avez peut-être certains grands groupes qui seront très performants pour les faire. Alors en même temps, au bout du compte, ça veut quand même dire que le nombre d'objets qu'on va faire va diminuer. On aura quand même plutôt tendance à les reproduire, à les produire de manière plus locale, à les réparer de façon locale. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait peut-être un certain nombre de choses. Bon, voilà, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, vous laissez faire les choses, vous libérez les initiatives, mais en revanche, vous contrôlez très sévèrement un certain nombre de normes. Alors, attendez, ça c'est une chose. Alors, c'est sur ce qui se passe en interne, par rapport au niveau international. Oui, attendez, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Et donc de ce fait-là, par exemple, par rapport à ce que vous appelez la puissance militaire ou la puissance capitalistique, etc. C'est sûr que si vous entrez dans une démarche décroissante, alors c'est compliqué une démarche décroissante parce que dans un premier temps, il y a certaines choses qui vont croître.
Donc, pour arriver à descendre l'empreinte, il y a un moment donné, vous avez des flux qui vont repartir dans certains domaines. C'est pour ça que c'est assez compliqué dans les choix. Mais vous allez aussi devoir faire des choix. Et même si vous n'entrez pas dans un régime écolo, de toute façon, on aura des problèmes d'énergie. De toute façon, on aura des problèmes de matériaux. Et le côté dispendieux de notre usage d'énergie et de notre usage de matériaux aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir le prolonger très très longtemps. Donc, si vous anticipez ça à l'avance, lorsque les resserrements, les goulots vont arriver, vous serez bien plus prêt. Et vous allez beaucoup plus renforcer vos capacités de résilience. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un jeu nécessairement international. Le climat, les émissions françaises, c'est 1% des émissions mondiales. Alors certains disent, on changerait, on n'est qu'1%. C'est débile. Pour tous les pauvres du monde, le fait qu'un Français, même un gilet jaune, émette, avec ses consommations, pratiquement 12, 13 tonnes de CO2, alors que certains Indiens pauvres en émettent 300 kilos, c'est pas admissible pour les autres. Pas plus que les gilets jaunes n'admettent que les gens prennent l'avion ici. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un effort qu'il faut savoir mesurer par individu aussi. Et je dirais par classe de revenus. Et donc, on a tous à faire l'effort, mais évidemment, vous n'allez pas décider de l'effort que vont faire les autres. Donc, à la fois, on doit faire cet effort par son exemple, inciter d'autres à le faire, et en même temps prendre des mesures de résilience très territoriales et très locales. Donc si je comprends bien, c'est aussi, ça voudrait dire avoir cette capacité au niveau d'un État de favoriser encore une fois le long terme sur le court terme, c'est-à-dire d'accepter qu'à court terme, je vais peut-être perdre davantage que ce que je faisais avant sur le jeu économique international, mais ça me permet de me préparer à long terme sur les nouvelles règles du jeu qui arrivent, qui seront beaucoup plus celles de la résilience. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous voulez, il y a, je veux dire, la quantité d'énergie qu'on dépense aujourd'hui, c'est une parenthèse dans l'histoire. Elle va se refermer. La quantité de matériaux dont on dispose aujourd'hui, c'est une parenthèse dans l'histoire. Elle va se refermer. Donc, pour un certain nombre d'activités, vous prenez simplement la science d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, elle utilise, mais enfin, une gabegie, et on peut pas faire autrement, c'est dans un premier temps. Mais bon, même là-dessus, il faudra un jour revenir. Il y a des choix qu'on devra faire qui seront des choix sociaux assez difficiles. On pourra plus tout faire comme on le faisait. Et plus vous anticipez ça, plus vous l'associez avec un mieux vivre, et plus c'est acceptable. Donc, ça, si vous voulez, si vous rentrez dans cette démarche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'armée française au bout de 5 ans. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on va réserver, qu'on va prioriser. Et ça, c'est des choix qui doivent être faits de façon nationale. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ceux qui disent qu'il est déjà trop tard? Il y a un peu de ça aussi que j'entends dans votre discours, pour espérer solutionner justement cette problématique écologique et de ressources, et qui prévoient une forme d'effondrement et qui disent en conséquence que la priorité, ça serait de construire cette résilience. Alors, l'effondrement, enfin, moi je parle pas d'effondrement singulier, je parle d'effondrement pluriel. Ils sont déjà là. Enfin, ils sont déjà là, ils vont continuer. C'est une évidence. Quand je vous dis on n'aura plus d'énergie, assez d'énergie, plus de matériel, on est totalement dans j'ai absolument aucun doute là-dessus. Pour moi, je même pas pérorer sur les effondrements. Enfin, on est dedans. Ça suffit, c'est pas la peine, quoi. Alors, déjà sur un plan politique, dans le genre effondrement, c'est terrible parce que ce qui nous arrive de partout, ce sont des populistes qui ont tous comme point commun de nier les problèmes d'environnement. Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen, Orban, les Polonais, enfin tous climato-sceptiques. L'AfD en Allemagne, les Autrichiens, droite, extrême droite, climato-sceptiques. Comme quoi les régimes autoritaires, c'est pas a priori la solution. Mais c'est débile. Nos autoritaires aujourd'hui sont ceux qui vont nous faire crever. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, alors déjà ça, on met de côté, c'est vraiment pas ça qu'on va faire. Le problème, c'est plus de parler d'effondrement. On est dedans, et ça, c'est une dynamique qui est enclenchée, et on aura des soubresauts, etc. D'où l'importance de la résilience. Ce qui est extrêmement important sur un territoire, c'est la résilience. Je suis désolé, mais l'agriculture conventionnelle, dans le genre non résilient, vous pouvez pas imaginer pire. Autant faire pousser des flûtes de champagne en cristal, très fin, hein, dans un champ avec un bon vent et un sanglier qui passe dans le coin. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça la résilience. On rigole plus, c'est coquelicot, on rigole plus sur les pesticides. Non, mais gars, c'est fini.
On sait faire autrement. Je vous donne un exemple. Une société de capitalisme intelligent et intéressant. Eux, ils rachètent des fermes partout dans le monde. Première chose, ils les convertissent tout de suite à l'agroécologie. Ce sont des financiers. Ils augmentent tout de suite le rendement de leur capital. Et nous, on va croire les gars de la FNSEA? Attendez, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, organiser la résilience, Soil Capital. C'est des financiers vraiment intelligents. Mais alors, ils sont des agronomes, ils connaissent. Ouais, ils savent de quoi ils parlent. Et justement, eux, ils investissent dans le long terme. Et donc, la première chose que doit faire un État, c'est la résilience. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un programme de recherche en France sur la résilience. Il a 4 ans. Aucun projet n'était financé. Vous m'avez bien entendu? Aucun. Vous prenez la façon dont sur les pesticides, sur le glyphosate, comment on traîne des pieds, on veut rien faire. Et de toute façon, ces gens veulent, parce qu'ils attendent une autre molécule. Ils veulent pas changer de mode de culture. Donc ça, la première chose, c'est changer ça. On ne veut pas crever. On veut se défendre. On veut organiser un territoire le plus résilient possible. Et la résilience, c'est le resserrement des revenus. Il n'y a pas de résilience sans resserrement des revenus. C'est ça qu'on propose. C'est assez radical. Peut-être qu'on aura 0,3% aux européennes, mais je suis sûr que ça finira par monter. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une partie de la société qui a vraiment compris, notamment la partie jeune de la société, et qui ne veut pas s'en laisser compter. Donc le projet, la politique, puisque vous engagez en politique, le projet à porter, ça correspond à cette écologie intégrale, c'est-à-dire de remettre cette problématique qui découle d'une prospective, finalement, qui découle d'une vision de l'avenir, qui est celle qu'on vient de discuter. Et il y a la priorité absolue, c'est de construire une société autour de cette problématique écologique, autour de cette résilience, qui doit transpirer dans tous les ministères, finalement. Absolument. Et c'est ça qui doit guider la politique. Vous regardez par exemple, ça c'est Delphine Bateau qui m'avait raconté cette histoire, le fait qu'il n'y avait même pas un hélicoptère disponible, je ne sais plus à quelle catastrophe elle était confrontée. C'est-à-dire, et vous l'avez vu cet été. Mais pas prêt, quoi. Non. Mais il n'y a même pas. Et vous regardez cet été, je trouve que c'est un exemple extraordinaire du résultat du néolibéralisme. Vous connaissez les travaux de Lucas Chancel. Un des traits du monde d'aujourd'hui, avec sa dérégulation, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est qu'en fait, le capital public a fondu par rapport au capital privé. Mais ça débouche sur des choses très concrètes. Vous prenez les incendies en Grèce cet été. Qu'est-ce qui s'est passé? La Grèce n'a pas de Canadair, je crois, ou alors elle en a très peu. Mais en tout cas, ils sont inutilisables. Suffisamment, je sais plus, soit on leur a prêté, ça n'a servi à rien. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus de service météo. Donc un avion Canadair qui ne sait pas quel est le sens du vent là où il est, son lot, elle va pas aller sur la cible. Des pompiers en sous-nombre, sous-équipés, un littoral qu'on a laissé privatiser, volonté de l'Union européenne, grillagé, des gens qui meurent d'asphyxie sur les grillages ou carrément qui se font cramer. C'est ça le monde néolibéral. C'est l'absolue non-résilience. Qu'est-ce que, par rapport à cette question, je vais rester un petit peu sur la politique, pour avoir, dans cette conquête quelque part du pouvoir, cette prise de pouvoir, quelles sont les étapes fondamentales? Par quoi il faut commencer pour avoir un espoir de se faire entendre? Quel est le message clé, en fait? Le message clé, je dirais que c'est le message de Greta Thunberg. Elle est très claire. Vous ne faites rien. Vous foutez complètement de nous. Vous, par votre indifférence, vous allez nous faire vivre soit dans une planète quasi invivable, soit vous allez nous faire crever. Et on ne le veut pas. En aucun cas. Et on est prêt à faire de la désobéissance civile si vous ne voulez pas changer. Que vous soyez gouvernant ou que vous ayez un gilet jaune. Nous, on veut vivre. Et donc, ça, c'est le message. Et ce message-là, il faut bien le corréler à ce qu'on sait de la réalité. Et il faut bien relayer ce qui se passe. Je trouve affolant que vous n'ayez aucune information sur ce qui se passe en ce moment en Australie.
Il faut aller sur certains sites spécialisés pour la trouver. Alors qu'on vient de passer un été boréal, qui est un été exceptionnel. Vous avez un été austral analogue. On le dit même pas aux gens. Et par exemple, si effectivement on a les grands froids, faut leur expliquer aussi, c'est pas du tout contradictoire. C'est la même mécanique de dérèglement. Donc, ça me semble très important. En fait, ce qui est compliqué, si vous voulez, avec ces histoires d'écologie, c'est que on est tous obligés de devenir intelligents. Sacré programme, hein. De faire attention aux informations qu'on reçoit, etc. Bah oui. Dernière question, qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne espoir? On a un peu touché du doigt, mais je voudrais bien comprendre là où sont les sujets pour vous. Ce qui me fout en colère, c'est tous ces connards de fachos, quoi. Je veux dire, tous ces gens qui votent pour des gens qui les ruinent, Trump, et qui vont les faire crever. C'est totalement incompréhensible. Mais est-ce qu'on n'est pas dans aussi une conséquence de l'information? Bien sûr. évidemment, on est dans cette conséquence-là. Mais ça me fout en colère quand même, quoi. C'est pas possible autrement. Parce que c'est-à-dire vous votez contre vous-même et vous vous en rendez pas compte. C'est un peu ça le. Ah oui, bien sûr qu'ils votent contre et ils ne s'en rendent pas compte. Alors tout est fait pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Hein, si vous n'aviez pas, par exemple, une chaîne comme Fox News aux États-Unis, je pense pas qu'il y aurait autant de gens qui votent pour voilà. Et puis quand nous autres humains, c'est aussi la leçon de ça. Attention, hein, je suis pas en train de les insulter, qu'on comprenne bien. En fait, on est tous très fragiles en tant qu'être humain. On est très fragiles. C'est pour ça qu'on a besoin de veiller les uns sur les autres. Et en fait, quand on nous met dans une situation de faiblesse, on peut basculer. On peut se laisser aller mais alors contre ses intérêts, et on peut être envahi par la haine. Mais en revanche, je pense qu'on est chacun capable de lutter pour ne pas être envahi par la haine. Donc moi, j'ai de la colère, mais je n'ai pas de haine. Ça, c'est le truc qu'il faut absolument empêcher. Haïr, ça a toujours fichu l'humanité dans les pires des choses. Et en général, la haine est très mauvaise conseillère, elle vous rend con. Mais vraiment con. Et donc la première chose contre laquelle il faut lutter, c'est la haine. Et là, effectivement, elle est tellement répandue aujourd'hui. On a carrément des Rattenfänger, c'est des joueurs de flûte, hein, comme dans la légende allemande. Alors, vous savez, ce joueur de flûte qui emmenait les gamins, après avoir emmené les rats à la rivière, comme il n'a pas été payé, il a emmené les gamins se noyer à la rivière. On en a pas mal, hein, sur la scène politique. En France, on est assez bon. On a beaucoup de Rattenfänger. Donc ça me fout dans une rogne incroyable. Je ne supporte pas ces gens-là. C'est viscéral presque. C'est pas très bon, hein, d'ailleurs, parce que je suis en contradiction avec ce que j'ai dit. Et puis là, mais je suis humain justement. Et là, la chose qui me donne de l'espoir, c'est cette mobilisation de la jeunesse, quoi. Ça, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à Lausanne, prise de conscience et mobilisation. Ouais, c'est assez étonnant. Et moi, je vois, évidemment, je suis prof, je vois avec mes étudiants. Enfin, bon, je veux dire. Tous les étudiants, enfin pas tous, mais une grande partie des étudiants, la question d'effondrement, ça les fascine, ils connaissent ça sur le bout des doigts, on leur raconte pas sur le sujet, quoi. Bon, donc ça justement, ça me donne de l'espoir, parce que quand ils se rendent dans cet imaginaire-là, parce que c'est aussi un imaginaire, ça veut dire qu'ils sortent de l'imaginaire qui était celui de ma jeunesse. On avait bien de justice sociale, mais en fait, on était quand même dans un monde consumériste. Et on mettait mollement en cause. Là, eux, ils ont pigé. De toute façon, il est mort, cet univers. Il est fini. On n'aura pas ça. C'est pas ce vers quoi il faut aller. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et on voit que, en même temps, quand il y a le côté reconnexion avec la nature qui vient, voilà, on a tout gagné. Et donc, ça me donne énormément le moral. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.